Je me présente rapidement, Jérôme Augustin, donc je suis développeur et je travaille pour la société qui s'appelle SmartBio qui fait du conseil et de la formation. Donc je suis développeur en l'âme, mais je fais aussi du conseil et de la formation. Sur les problématiques .NET, parce que c'est mon cœur, enfin c'est par là que j'ai commencé, sur de l'agilité et sur un peu de la performance et de l'intégration. SmartBio, société de conseil, on fait de l'agile, de la mémoire, on est sur Montpellier. Puis bon, j'ai un blog également. Petite nouveauté cette année, en plus de SmartView, il y a le petit frère de SmartView qui s'appelle SmartCode, donc qui est une offre de développement agile, c'est-à-dire pas au forfait. Alors, de quoi on va parler dans cette session? Ça va être assez classique. Hein. Pourquoi le clean code? Pourquoi écrire du code propre? Qu'est-ce qui nous motive? Et puis d'abord, et puis après, on aurait pu le faire dans l'autre sens, mais je l'ai fait dans ce sens-là exprès. C'est qu'est-ce que le clean code? Qu'est-ce qu'on entend par clean code? On parlera effectivement de mauvaises pratiques de code et on terminera avec évidemment les bonnes pratiques, hein, sinon la session n'aurait pas de sens. Petit disclaimer, à votre attention, la première chose, c'est que ce discours, et d'ailleurs tous les exemples que vous trouverez, quasiment tous les exemples que vous trouvez dans ce bouquin, sont basés sur des langages qui sont orientés objets, donc type Java, C#, etc. Et je dis langages évolués dans le sens où il y a une gestion de la mémoire. D'accord ? Donc il y a peut-être effectivement des choses que vous allez devoir avoir plus de mal à faire, par exemple quand vous faites du C++ ou d'autres langages qui sont peut-être un peu plus bas niveau. Ou peut-être dans les langages, je ne sais pas s'il y en a qui font des langages fonctionnels ici, type Scala, Erlang, F#, Clojure, oui. Non. Bon, enfin, il peut y avoir des choses, bon, bref, qui sont un petit peu difficiles par rapport à ça, qui vont s'adapter peut-être un peu plus difficilement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais aller assez vite sur tout un tas de sujets, donc vous m'en excuserez. Ceci dit, c'est la 5e fois que je donne cette session en 2 mois, donc je l'ai un petit peu adapté, il y a des morceaux de détails qu'on m'a harcelé pour les donner, donc vous avez de la chance, j'en ai introduit quelques-uns. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis développeur, je fais aussi du conseil, j'ai une casquette où des fois on me demande de faire un audit de code, donc j'arrive, généralement c'est la pagaille entre le client et son fournisseur, et on me dit bah, viens voir le code, il y a un problème. Donc quand on arrive à ce moment-là, effectivement, c'est là qu'on voit tous les loups. Et il y a encore certaines portes ouvertes, je préfère les enfoncer parce que je considère qu'il y en a qui, à travers ces audits, les messages ne sont pas encore passés. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous montrer une approche. Après, elle vous plaît, elle ne vous plaît pas, il y a des choses à l'intérieur qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire. À vous de voir, à vous de tester. De voir si ça s'adapte déjà à votre contexte. Par exemple, moi, les développeurs C++ qui m'ont dit bah, écoute, ça, on ne sait pas faire en C++. C'est très difficile. Donc, ok, pas de souci. Et il peut y avoir aussi, comme je disais, un peu de frustration, parce que, comme je disais, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Il y a des choses à dire, ouais, mais on fait comment pour aller plus loin? Pour aller plus loin, après, il y a le bouquin, et puis il y a d'autres choses. Je montrerai quelques bouquins. Alors, pourquoi faire du clean code? On va déjà parler d'agile et de qualité. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Continuous attention to technical excellence and good design and agility. J'aurais pu le mettre en français, je préfère en anglais. Pardon? C'est le combien? 9e, dit-on. Oui, effectivement. C'est le manifeste agile, ça parle à tout le monde? D'accord? 4 valeurs, 12 principes. Le 9e principe du manifeste, c'est celui-ci, donc continuous attention to technical excellence and good design and agility. Il y a 2 mots, moi, qui m'intéressent dans cette phrase. Est-ce que vous savez repérer lesquels? Non, trop facile. Non. Continuous. Et il y en a un autre. Enhance, effectivement. Ce que nous dit en fait ce principe, en gros, c'est que la qualité, c'est une chose qu'on va en prendre en compte de manière continue, tout le temps. On ne fait pas de la qualité, on fait pas de la qualité demain à la fin du projet ou quand on fera la TMA. On fait de la qualité, c'est dès le début et tout le temps, de manière continue. Et c'est uniquement par cette condition-là que vous pourrez progresser dans l'agilité. Donc il y a déjà cette notion de dynamique dans l'agilité, c'est-à-dire que ce n'est pas un état, on n'est pas juste à un moment donné dans l'agilité. L'agilité, c'est une progression, et s'attacher à la qualité, donc la qualité intrinsèque, c'est-à-dire la qualité de produit, c'est fondamental si on veut être de plus en plus agile. Alors pourquoi la qualité? Ça, vous reconnaissez peut-être un peu plus. C'est là.
c'est là, alors je crois que je me suis trompé, j'ai dit troisième, c'est la quatrième en fait, c'est la quatrième valeur, c'est une faute de frappe. C'est la quatrième valeur du manifeste agile, c'est la correction que j'ai pas encore faite. Bref, on nous dit dans l'agile, il faut s'adapter au changement. En tout cas, quand on est agile, on se met en position pour s'adapter au changement et le recevoir et être plus efficace quand ce changement-là va arriver. Et c'est fondamental, ce qui est fondamental pour pouvoir arriver à ça, c'est d'avoir un niveau de qualité qui est le plus élevé possible de manière continue. Donc, les deux principes et valeurs qu'on a vus sont en relation. Alors, une vue de la qualité, imaginons sur une échelle coût-temps. Alors le coût, imaginons qu'en fait on veuille développer une fonctionnalité. D'accord ? Ce qu'on aimerait en fait, c'est que cette fonctionnalité, quand on la développe au début du projet, dès qu'on démarre, si par exemple elle nous prend 3 jours, c'est pas simple, ce qu'on aimerait c'est que dans l'idéal, cette même fonctionnalité nous prenne 3 jours 5 ans plus tard. D'accord ? Parce que c'est vrai que quand quelque chose qui vous mettiez 3 jours, si vous passez 15 jours au bout de 5 ans, c'est qu'il y a peut-être une lourdeur, une complexité qui font que c'est bien difficile. Et arrive un moment donné où effectivement, quand ça se produit, eh ben, on a une tendance un petit peu comme ça, parce que de manière exponentielle, où le coût va évoluer de manière un peu comme ça. Alors c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est quand même, quand on interroge les gens, il y a quand même ce sentiment de se dire j'en ai marre, ça, ce truc-là, je devrais passer quand même moins de temps. Et là, je suis obligé, parce qu'il y a plein de trucs dans le code partout, il y a du copier-coller, il y a des trucs qui ne marchent pas, je suis obligé de passer beaucoup plus de temps. Donc ça, je pense que c'est arrivé, ce sentiment-là, peut-être un peu tout le monde. Vous me dites si ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même ce sentiment-là que ça coûte de plus en plus cher. Ce qu'on va essayer de faire en Agile, justement, c'est d'avoir cette courbe-là. Alors après ça, bon, on ne va pas s'attacher à ce début-là, parce que c'est un peu long, mais grosso modo, cette courbe rouge qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre en place tout de suite le niveau de qualité, donc comme on a vu dans le 9e principe, c'est d'avoir cette qualité qui soit la plus stable possible dans le temps. Donc maîtriser la qualité, ça va nous permettre justement de maîtriser notre coût du changement et donc de s'adapter au changement. Une définition de la qualité que j'aime bien, celle-ci, je vous la propose, c'est une application d'informatique et de qualité lorsque le coût d'ajout d'une fonctionnalité, donc on en a parlé, la même fonctionnalité équivalente, bien évidemment, elle reste stable dans le temps. Alors, pourquoi Clean Code on l'a dit, c'est de s'adapter au changement à moindre coût, en tout cas en maîtrisant ce coût du changement. Pérenniser les produits. Là, quand je vous ai montré ça, ici, l'échelle de temps, souvent le projet, il va s'arrêter là. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que généralement, on va générer des choses qui vont pendant le projet, et les conséquences ne vont pas arriver tout de suite. Elles vont arriver au bout de 2, 3, 4 ans de vidéo. Parfois, même ça peut être 2, 3, 4 mois de vie du produit. Il faut penser à la durée de vie de vos applications. Parce que ce qui se passe là, ce qui va se passer là, c'est qu'on va refaire l'application, on va la réécrire. Il ne faut pas que ça soit une fatalité. D'accord ? Donc d'où l'importance de la qualité et notamment du clean code. Il y a aussi des notions plus humaines. Enfin, alors j'ai parlé beaucoup de notions économiques, mais on est dans l'humain aussi. C'est-à-dire que on a toujours ce sentiment-là quand on a un code propre, en tout cas qui est simple, qui est le plus simple possible. On va résumer à ça. Pour faire une fonctionnalité, on est quand même plus content d'avoir généré 3 ou 4 fois ou 5 fois plus de lignes de code pour faire la même chose. Il y a ce sentiment-là de valorisation du travail. Sauf que des fois, dans nos habitudes de développement, on va faire quelque chose parce qu'on nous le demande très vite. Et bon, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé des fois d'être frustré parce qu'on m'a demandé quelque chose pour le lendemain. Et bon, je l'ai fait. Je ne connaissais pas encore ces approches-là, ni ITD, ni rien. Et bon, j'avais quand même cette frustration de me dire, je l'ai fait, mais bon, voilà, oui, je l'ai fait, mais je suis vraiment pas content. Donc il y a cette notion de valorisation, de motivation. Et puis, comme le dit, j'aime bien reprendre cette phrase dans toutes mes confs quasiment. Comme le dit Ken Beck pour XP, faire du clean code, faire du TD, faire du XP, faire de l'agile, quelque part, c'est aussi pour réconcilier le progrès économique et social. Alors, donc on a expliqué pourquoi. Non, qu'est-ce que le clean code? Alors, ce qu'a fait Robert Martin dans son bouquin, il a interrogé des leaders de pensée, des gens qui avaient quand même fait leurs preuves, pour essayer de savoir ce qu'ils définissaient eux, comment ils définissaient un clean code. Donc j'ai appris la même chose, sauf que j'en ai fait la synthèse, et voici ce que je vous propose. Donc un clean code, la première chose, avant d'être un code propre, enfin pour être un code propre, il faut que ce soit d'abord un code qui marche. Et pour que ça marche, il faut que ce soit testé. Testé, ça veut dire qu'avec des tests,
unitaires qui tombent dessus, enfin unitaires de type de test, enfin des tests automatisés le plus généralement du temps. Et ces tests tournent, ils sont verts, ils indiquent que la fonctionnalité fonctionne. Enfin, que le code fonctionne. Alors c'est aussi dans leur définition un code qui est élégant, facile à lire. Tout à l'heure je parlais de simplicité, on va y revenir dessus, mais quelque chose où qui se lit facilement. Même plus que ça, tout de suite on comprend l'intention de l'auteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas lire des commentaires, on parlera des commentaires pour comprendre ce qui a été fait. C'est-à-dire que le code, par juste son expression, explique ce qu'on est en train de faire. Et il y en a un qui cite notamment un code propre, mais aussi un code dans lequel les bugs sont difficiles à cacher. C'est-à-dire que s'il y a des bugs qui vous sautent aux yeux, il y a de bonnes chances que votre code soit relativement propre. Ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est aussi un code qui est écrit à destination des développeurs. Quand vous écrivez votre code, si on utilise des langages de haut niveau, si on utilise des clauses if, for, on utilise des termes anglais, c'est pas pour que la machine les comprenne. Parce que tout ça, de toute façon, la machine ne les comprend pas. C'est compilé et ça va être transformé, peu importe, c'est interprété, ça va être transformé en langage machine. La machine n'a pas besoin de ça. Ce code-là, si vous l'utilisez, ces expressions-là, c'est pour les autres développeurs qui développent avec vous, parce que c'est eux qui vont reprendre votre code dans 2 ans, dans 3 ans, ou ceux qui sont juste à côté de vous. Donc, il faut que l'intention soit claire. Il faut qu'il soit simple. Simple, on va le définir simplement en disant que c'est du code non dupliqué, pas de copier-coller, et qui contient effectivement un minimum d'artefacts. C'est-à-dire qu'on va construire le code pour qu'au final, on puisse avoir une réutilisation, en tout cas que le nombre d'artefacts, c'est-à-dire le nombre de classes, de méthodes, soit le plus faible possible, le nombre de lignes de code aussi. Et enfin, les dépendances sont minimales et explicites. On va en parler aussi. Ah, oui. Alors, je ne vais pas parler de TDD ni rien. Il y a un très bon atelier ce soir pour un petit kata, pour ceux qui veulent s'entraîner et comprendre un peu ce que c'est TDD. On a dit un code clean, c'est un code qui marche. Donc pour les tests, la première chose, moi quand j'entends qu'on me dit que les tests, c'est pour ceux qui ne savent pas coder. Voilà. Donc les tests, voilà, c'est pour tout le monde. Ça ne sert pas uniquement à ceux qui ne savent pas coder. Alors, on va en venir à toutes les horreurs qu'on peut trouver dans le code. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Il y a quelque chose qui a été défini de manière un peu standard, mais qui est tout à fait évolutif, qui s'appelle les code smells, les odeurs de code. Martin Fowler a donc beaucoup contribué à ça. Donc il y en a plein en fait, qui sont définis. La duplication de code, les méthodes trop longues, les listes de paramètres trop longues, le code mort, le naming qui est inconsistant, c'est-à-dire qu'il ne correspond plus à ce qui est, les mauvais niveaux d'abstraction, etc. On va en voir quelques-uns à travers cette présentation. Il y a un autre acronyme aussi qui présente bien comment on pourrait décrire un code sale, quelque part, c'est l'acronyme stupide. Donc stupide, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Les singletons. Un code qui contient des singletons, c'est un code sale. Quand je dis qu'il contient des singletons, c'est pas que vous utilisez des choses qui sont singletonnées, mais que vous écrivez un singleton, c'est du code sale. Pourquoi? Parce que c'est du couplage, etc. Justement, le couplage fort, c'est une mauvaise pratique. Donc un code sale, un code dans lequel on va avoir du code couplé, c'est du code sale. Du code non testable. Là, bon, quand on fait les audits, c'est le premier truc, on dit votre code, bon, déjà, un code qui n'a pas de test, généralement, un code qui a des tests, il devient testable, puisqu'il a des tests. A priori, s'ils ont été écrits avant, c'est mieux. Mais on rencontre aussi du code qui est non testable. Souvent, dès qu'il n'y a pas de test, on le transforme, il devient testable. Le code, on va avoir des optimisations qui finalement ne sont pas forcément utiles et qui au contraire génèrent de la complexité inutilement. Les noms, bon, le nommage qui ne décrit pas, on va en voir quelques exemples tout à l'heure. Et la duplication de code. Ça là, on va la répéter, mais ça, on va effectivement l'interdire. Alors à côté, on a des bonnes pratiques, au contraire, qui vont nous aider à améliorer notre code. Donc la première d'entre elles, c'est Solid, on va légèrement la présenter. Je fais un peu de teasing parce qu'Olivier, ce soir, a un atelier sur Solid, donc il va vous présenter ce que c'est, et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il donne cet atelier, donc je vous conseille d'y aller. On va en parler, il y a Yanni. Yanni, on parlait d'optimisation prématurée. On y est dedans, c'est-à-dire Yanni nous dit on ne fait que ce qui est nécessaire au moment où on a vraiment besoin, sinon on ne le fait pas. Dry, don't repeat yourself, donc ne dupliquez pas le code. SOAP, c'est Separation of Concern, donc on est dans la séparation des responsabilités dans le code.
KISS, Keep It Simple Stupid, donc toujours dans l'esprit de simplicité dont on a parlé tout à l'heure. La loi de Demeter, on va en parler, bon grâce que je ne le définis pas, c'est un peu plus complexe. Alors, solide, en 2 mots. Qu'est-ce que ça recouvre en fait, sa chronique? Le premier, en fait, c'est 5 principes, et le premier d'entre eux, c'est le principe de responsabilité unique, le Single Responsibility Principle. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'une classe a une responsabilité, c'est-à-dire une raison de changer. Si vous voyez 2 raisons différentes de changer une classe, c'est que généralement vous cassez en fait ce principe, vous violez ce principe, et donc il faut peut-être découper votre classe en 2 trucs. Je ne vais pas aller plus loin. Open Close Principle, en fait, c'est le principe qui dit qu'une classe doit être ouverte à l'extension et fermée à la modification. Donc, quand vous faites une classe, justement pour la faire évoluer, elle existe, elle est peut-être utilisée ailleurs. Donc on ne vient pas forcément la modifier systématiquement parce qu'on risque de casser le contrat, on va l'étendre. Principe de substitution de scope, c'est de dire que si je travaille avec une abstraction, donc une classe abstraite, une interface, enfin surtout une classe abstraite par exemple, je ne veux pas que le fait de travailler avec telle ou telle implémentation me change mon contrat. Parce que si je travaille une abstraction, c'est justement parce que j'ai besoin que du contrat et l'implémentation, je m'en préoccupe plus tard. Et donc, je ne veux pas que le fait d'utiliser une implémentation change la façon dont je travaille avec cette abstraction. Ça doit être transparent. Principe de ségrégation des interfaces, en fait, c'est de dire les interfaces, plutôt que de faire une interface qui fait le café, les croissants, etc., on va avoir une interface café, une interface croissant, on va les découper en ayant une atomicité la plus fine possible par responsabilité. Pardon. Et le principe d'inversion de dépendance qui dit plutôt que de dépendre d'implémentation, je vais implémenter d'abstraction. Je vais dépendre d'abstraction. Et ça va beaucoup rejoindre le principe d'injection de dépendance dont on va aussi parler. Alors, le nommage. Je vais vous montrer du code dans cette session. Comme je l'ai dit, moi, le premier langage que je maîtrise, c'est C# avec .NET. Donc ça va être du C#, mais vous voyez, ça va se lire assez simplement pour ceux qui ont l'habitude de faire du Java. Donc je suis dans Visual Studio et je vous présente, c'est celle-là, une classe dans laquelle en fait on va avoir des problèmes de nommage et qu'on va transformer. En transformant le nommage, on va voir l'intention qui va être beaucoup plus claire. Donc je ne sais pas si vous le voyez au fond. Je vais grossir, c'est mieux là. Donc vous voyez, il y a des choses un peu dégueulasses. Hein. On voit des X, on voit des The List. On peut essayer de comprendre ce que c'est. Alors, si il y a le nom de la classe, quand même, c'est un jeu des mineurs. Mais l'intention n'est quand même pas très claire sur ce qu'on est en train de faire. On voit un X0 ici égale 4. Bon, c'est pas trop à quoi ça correspond. Juste une petite chose, une évolution que j'ai apportée entre-temps. Merci à Guillaume, il est ici, mais il m'a dit. J'ai quand même des tests verts, donc non, effectivement, si je fais ça, ça va pas marcher. Je les exécute juste pour voir que mes tests sont verts et je vais transformer ma classe, parce qu'on a dit qu'un code propre, c'est d'abord un code qui marche, un code testé. Donc je reviens ici, et en fait, bon, j'ai étudié un petit peu cette classe, hein, je vous fais gagner du temps, et là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ici, là, le fameux The List, en gros, ce qu'on est en train d'initialiser, le constructeur, en fait, c'est le plateau de jeu. D'accord ? Donc, en fait, ça, plutôt que... mince. J'ai fait du... voilà. J'ai fait de l'Eclipse ces derniers jours, et du coup, je suis confondu mes raccourcis. The List, en fait, c'est le plateau de jeu. Donc, on va l'appeler... Alors, j'utilise de l'anglais, hein, je ne voudrais pas. C'est mon game board. Donc là, j'initialise mon game board. Et ici aussi, en fait, d'ailleurs, là, en fait, il faudrait que... Voilà. Faudrait que j'exécute mes tests déjà, hein. Juste je vérifie que mes tests passent. Je vais aller un petit peu plus vite là-dessus pour pas trop perdre de temps, mais petit à petit je vais vous montrer ça. Là ici, en fait, je vais renommer mon game board, parce que ça aussi c'est un game board. En fait. Ce que j'initialise là, c'est mon game board. Bon. Donc j'ai initialisé mon game board. Ok. Là en fait, le FGD, en discutant avec un développeur, j'ai compris en fait, on est en train d'aller regarder les cellules qui sont flaguées par l'utilisateur. Vous savez, dans le démineur. Donc en fait, le FGD, en fait, c'est pas FGD, c'est flagged. Enfin, pour moi, c'est pas assez clair. Donc je vais faire ci, je dis flag set. Là, tout de suite, on comprend un petit peu mieux, ce que ça fait. Bon, je continue. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, je suis en train d'itérer sur mon game board et je suis en train de regarder en fait les flag sets. Ah oui, donc ça, en fait,
c'est mes cellules en fait, qui sont flaguées par l'utilisateur. D'ailleurs, vous voyez, mon outil me propose même un nom, parce qu'il se dit, tiens, ça, il en a peut-être besoin, parce que justement, c'est lié au nom de la méthode. Donc ça, ce sont mes cellules. Ici, là, mon X, du coup, je suis en train d'itérer sur les cellules du tableau. Donc en fait, ça, ce X là, ce sont des cellules. Ici, en fait, ça, c'est le 0. Ça, c'est un... Tiens, en plus, il y a deux occurrences. C'est en fait mon statut. Donc je vais, pareil, donc c'est... hop. Je vais le mettre en constante, par exemple. Voilà, donc c'est mon statut. Donc je suis en train de regarder le statut de ma cellule. Et le 4, en fait, ça veut dire, grosso modo, qu'elle est flaguée. Et que, donc ça veut dire, elle est flaguée. Donc voilà, alors déjà, vous voyez, un petit peu de transformation, mon code devient un peu plus clair. Vous voyez, donc j'ai mon gameboard. Mon gameboard j'itère sur les cellules, et je vais regarder en fonction du statut de ces cellules pour voir si elles sont flaguées. Si elles sont flaguées, à ce moment-là, je les ajoute dans une liste, et puis je retourne ma liste. Ce qu'il me demandait. Un petit peu de renommage, alors je ne vous ai pas montré pour aller plus vite, mais mon code, a priori, il compile tout, enfin il compile, évidemment il compile, mais il y a des tests qui passent toujours. Donc j'ai fait un changement qui était sûr, c'est-à-dire que mon code continue à fonctionner, mais par contre, tout de suite, l'intention, enfin moi en tout cas c'est mon avis, l'intention est un peu plus claire. On pourra aller plus loin, pour l'instant on va s'arrêter là. Mais est-ce que le principe, pour vous ça va? Ok. Alors, dans ce qu'on a résumé, dans ce qu'on a montré là, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que finalement les noms qu'on va utiliser doivent révéler l'intention. Tout à l'heure, le gameboard, au lieu de l'appeler the list, si on l'appelle gameboard, tout de suite c'est plus clair. Ok, je suis en train de manipuler le tableau de jeu. On va pas tronquer les mots là. Le FGD, tiens, bah là, un mot qui est tronqué. Le FGD, c'était pas clair. Alors que flag, on peut l'utiliser. Hein, le fait de mettre flag ne va pas nous coûter plus cher, hein, ni à la compilation, ni à l'exécution. Donc on peut tout à fait utiliser ça. On va utiliser des mots qui ont du sens, effectivement, et même des mots, des termes, des concepts qui sont métiers. Les encodages avec les encodages hongrois, machin, etc. Il y a des cases qui existent pour chacun des langages, qui sont propres à chacun langage, mais par contre, les M, underscore, machin, pour mettre les champs privés, tout ça maintenant on n'en fait plus, parce que les IDE sont là pour nous montrer les portées, les types, etc. Ça sert à rien de mettre des infos inutiles non plus dans le nom. Il ne faut pas que le nom soit trop long avec des mots qui sont inutiles. Par exemple, entre un customer et customer info, alors des fois, effectivement, on peut ne pas avoir le choix parce qu'on a deux concepts qui sont proches, on ne sait pas trop faire la différence. Mais si on a une classe, pourquoi l'appeler customer info? Est-ce que le info apporte justement de l'information? Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on l'enlève, on l'appelle customer. C'est un exemple, hein, mais après ça dépend du contexte. Il ne faut pas hésiter à changer de nom souvent. Il y a un premier raccourci à connaître par cœur, c'est le raccourci renommage. Vous en avez dans vos vidéos la plupart, c'est le premier raccourci à connaître. Avec celui, non pardon, c'est le deuxième. Le premier, c'est celui qui permet d'exécuter les tests. Je vais être chiant avec ça, pardon. La duplication de code. Alors, ah oui, c'est là. Donc la duplication de code, le principe, c'est celui... le principe, c'est de dire qu'on va tout ce qui a été copié-collé, on évite le copier-coller. Pourquoi? Parce qu'en fait, les abstractions, on va plutôt utiliser des abstractions, enfin, des méthodes, etc., qui nous permettent éventuellement de réutiliser le code. Donc là, par exemple, est-ce que vous voyez dans ce code-là du code qui est dupliqué? Je l'ai centré exprès. Hein. Donc effectivement, ici, là, ce qu'on est en train de faire, bon là j'ai copié un exemple qui vient d'ici, donc on ne va pas discuter de la pertinence de l'exemple, c'est pas le principe, c'est juste montrer quelque chose. Donc là, effectivement, on a du code qui est copié ici, c'est-à-dire que là, on gère une image ici, dans l'éditeur d'image, c'est un éditeur d'image. Ici, on a quelque chose qui nous permet de la retailler et quelque chose qui permet de la faire pivoter. Donc là, on modifie l'image à chaque fois et après, l'image modifiée, on la remplace, enfin l'image précédente, on la remplace par l'image modifiée. Bon, voilà. On ne va pas discuter du contenu de la méthode. Simplement, on voit il y a la duplication. Bon, j'ai fait tourner les tests avant, ils étaient verts. C'est ceux qu'on vient d'exécuter. Je vais faire, en fait, simplement, pour ce cas-là, une extraction de code, replace image, par exemple. Et donc là, effectivement, je vais avoir une première abstraction. Et l'avantage, c'est que cette abstraction, je vais pouvoir la réutiliser ici. C'est-à-dire que là, je suis en train de remplacer l'image de la même façon.
Donc je l'ai fait là. Alors là, j'aurais pas dû le faire. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord vérifier après mon extraction de méthode que mes tests étaient verts. C'est toujours le cas. Maintenant, je vais refaire ce que j'ai perdu. Voilà. Et donc ça, voilà, je vais appeler replace image ici sur l'image pour la rotation. Puis je réexécute mes tests, ils sont toujours là. Toujours s'appuyer sur les tests et éliminer de la duplication. Donc ça, c'est la règle numéro 2 selon Canbeck, pour exprimer un code propre. À votre avis, quelle est la première règle de Canbeck? C'est ça, c'est d'abord la règle numéro 1 pour un code propre pour Canbeck, c'est un code qui est testé. Il y a l'acronyme, on dit don't repeat yourself, essayez de vous mettre ça en tête, c'est-à-dire attention, est-ce que je suis pas en train de coder quelque chose qui existe déjà? Si je suis en train de faire, alors ça, un copier-coller, j'abandonne tout de suite, il y a d'autres raccourcis qui sont beaucoup plus intéressants, notamment vos raccourcis d'extraction de méthode, bon, j'en ai donné quelques-uns, hein, mais à vous de voir quel est le vôtre, mais ils sont plus intéressants que les copier-coller, d'accord? Donc vous abandonnez votre CTRL-C, CTRL-V. L'abstraction, alors... je vais m'intéresser au code de cette méthode. Donc on considère qu'il ne faut pas mélanger les niveaux d'abstraction. Je vais vous montrer, dans cette méthode, en fait, on mélange les niveaux d'abstraction. À mon sens, il y en a au moins 3. Après, il y en a qui vont dire, ah mais non, moi j'en vois un quatrième, non, moi j'en vois que 2. Ça, c'est de la discussion, on va dire, un peu à part. Déjà, vous faire comprendre le problème de mélange des niveaux d'abstraction. Donc dans cette méthode, il y a 3 niveaux d'abstraction. Pour vous les éclairer, je vais vous lire ce que fait cette méthode. Texto. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la différence entre une largeur désirée, elle a soustrait à la largeur de l'image, elle prend la valeur absolue de cette soustraction, elle la compare à un 0,01, et grosso modo, si cette valeur-là, si ce test-là est bon, à ce moment-là, je ne fais pas l'abstraction. À ce moment-là, je ne fais pas la retail. Puis ensuite, je vais calculer donc un scaling factor, un facteur de réduction. Je vais prendre la largeur désirée, je vais la diviser par l'image, voilà. Ensuite, cette valeur-là, je vais la multiplier par 100. C'est chiant ce que je raconte. Qui trouve que c'est chiant ce que je raconte? C'est exactement ce que fait cette méthode. Cette méthode, elle fait tout ça. Vous voyez le principe de mélange des abstractions, on rentre dans des niveaux de détail qui n'ont rien à voir en fait avec la méthode. Qui ne sont pas, en tout cas, pas qui n'ont rien à voir, mais qui ne sont pas nécessaires à ce niveau-là. D'accord? Donc on va travailler en fait sur ce niveau d'abstraction, justement pour monter en abstraction et permettre d'avoir des niveaux qui vont apparaître. Donc en faisant de l'extraction de méthode. En fait, ce que je vous ai raconté ici, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un test qui va vérifier si, grosso modo, j'ai besoin de faire mon scale. Et pour ça, en fait, je suis en train de vérifier si la largeur désirée n'est pas trop proche de la largeur de l'image. Donc on y va. Pour ça, on va faire donc je propose une extraction de méthode. Donc là, je suis dans un if. Je vais la nommer. Alors ça, c'est ma façon de faire. If desired white close. Je vais mettre même to close to image. Alors j'ai mis en anglais. Voilà. Pof. Donc là, je suis monté en abstraction au niveau de mon test. Ce que je sais là quand je lis, c'est qu'en gros, je suis en train de faire un test qui va vérifier si ma taille, ma largeur désirée n'est pas trop proche de ma largeur actuelle. D'accord? Je ne me suis pas intéressé au détail de ce truc-là, je l'ai rendu abstrait et je l'ai mis dans un autre artefact. Je vais aller plus loin. Là, ça, je suis en train ici de calculer un scaling factor, donc ça aussi. Alors, non, pardon. Est-ce que mes tests tournent toujours? Oui, ils tournent toujours, ça tourne bien. Je vais pouvoir continuer. Ici, je vais faire mon extraction de méthode pour calculer mon scaling factor. Vous voyez, tout ça, là, ça permet de calculer le scaling factor. Hop, donc calculate, scaling factor. Voilà, donc là déjà, ma méthode, je vais monter en abstraction. C'est-à-dire que j'ai fait un test pour voir si je devais faire mon traitement. J'ai calculé mon scaling factor, j'ai appliqué mon scaling factor à l'image, et après, j'ai remplacé mon image. Donc déjà, en termes de niveau d'abstraction, c'est plus clair. Je comprends plus facilement ce que fait cette méthode. Les détails sont masqués. Alors on pourrait descendre, je vous disais, moi je vois 3 niveaux d'abstraction. En fait, ici, ce qu'on est en train de faire, là, cette espèce de calcul, on n'en a pas besoin en fait dans le calcul du scaling factor. En fait, là, on est en train de tronquer ce facteur. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que un truncate, et c'est même pas le truncate de scaling factor, c'est un truncate number. Je suis en train de tronquer un nombre ici.
Et là, j'ai fait apparaître une nouvelle abstraction parce que je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas forcément de rapport direct avec le calcul du scaling factor. Ok? Et je pourrais aller même plus loin, je ne vais pas aller plus loin, mais ce truncate number, d'ailleurs, il n'a rien à faire dans cette classe. Je suis en train d'éditer des images. Donc vous voyez, single responsibility principle, ça n'a rien à faire là. Je l'extrais dans une autre classe. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ok? Alors on va repasser. Donc l'abstraction, toujours avoir un niveau d'abstraction par méthode. D'accord? Donc vous avez plein de pratiques, vous pouvez faire l'extraction de méthodes, on l'a vu, vous pouvez passer par du polymorphisme, c'est-à-dire j'ai des classes abstraites avec mes méthodes abstraites, et puis hop, j'ai des implémentations différentes. Je peux aussi éventuellement monter, déplacer, là le truncate number, le fait de le déplacer dans une classe, c'est aussi une forme de montée en abstraction, et de renommer, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors des fois aussi dans le code, on trouve ce genre de choses. Hein, j'ai A.getB, enfin vous savez, un enchaînement, ça s'appelle les train breaks. Ça, en fait, vous êtes en train de la loi de Demeter qui vous dit, grosso modo, don't talk to strangers. C'est-à-dire que là, A, il collabore avec B, mais en fait, il sait aussi que B collabore avec C, il sait aussi que C fait quelque chose. Le problème, c'est que si C change, d'accord, si B collabore avec une autre classe, eh ben, en fait, on va devoir, nous, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement B, on va devoir changer. Enfin non, d'ailleurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement A, pardon, moi je suis dans la classe et je consomme A. Ben, on va devoir changer nous aussi. Donc les changements qu'on va faire en bas vont avoir des répercussions en haut. Donc le principe dans la loi de Demeter, c'est de dire on va monter en abstraction pour dire que, grosso modo, au niveau de A, on va avoir notre do something et tout ça, là, ça va être masqué par l'abstraction que représente A. Bon. Après, c'est pas toujours évident, parce que dans le framework, on va utiliser des classes, qui vont nous pousser peut-être à faire ce genre de choses, mais en tout cas, il faut essayer de le limiter le plus possible. Également, souvent, on va mélanger, ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, il y a beaucoup de mélange de code qui a plein de responsabilités. C'est-à-dire qu'on a la sécurité, le log, le cache, la gestion de la transaction, tout ça dans une méthode pour réaliser un truc qui fait 2 lignes. Donc là, vous mélangez des préoccupations transverses avec votre code métier, et pour ça, vous avez par exemple l'AOP, donc la programmation par aspect, je vous laisserai regarder, je ne vais pas rentrer en détail, qui vont vous permettre de découper en fait, les préoccupations transverses de votre code métier. Le couplage fort. Alors, imaginons qu'en fait, j'ai une classe A qui collabore avec une classe, qui elle-même collabore avec d'autres classes, une classe qui va attaquer la base de données. Derrière, j'ai d'autres hiérarchies de classes avec finalement des classes, une qui va attaquer le système de fichiers, puis l'autre la base de données. Ça, c'est des choses qui arrivent dans le code, enfin, voilà, les dépendances. Le problème en fait du couplage fort, c'est quand vous mettez une chaîne entre toutes ces classes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous tirez A, bah, vous tirez tout le reste. Et vous tirez votre base de données, c'est-à-dire le schéma de votre base de données, c'est-à-dire pour faire utiliser A, vous allez devoir installer une base de données, presque. Vous allez avoir besoin d'avoir peut-être des répertoires qui sont positionnés, s'ils ne sont pas bien positionnés, ça risque de ne pas marcher. Tout ça pour utiliser A. D'accord? Donc ça va poser des problèmes à plusieurs niveaux. Au niveau des tests, pour tester A, il va falloir qu'il y ait le schéma de la base de données. Au niveau de l'intégration, parce que nous, on a voulu, par exemple, réutiliser ce service, et on est obligé de faire certaines choses, en termes de réutilisation, en termes de correction de bugs, en termes d'ajout de fonctions, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrevenir, en fait... ah oui, non, pardon. Qu'est-ce qui crée d'abord ce couplage fort? Il y a 3 choses évidentes qu'on retrouve tout le temps. La première chose, c'est que je fais un new sur mes dépendances. Là, au niveau de A, ici, là, j'ai B derrière. Et ben, dans une méthode de A, j'ai fait new B. Ben là, j'ai créé un couplage fort. Autre couplage fort, les appels statiques. C'est en fait un peu l'équivalent, sauf qu'on ne fait pas de new. Mais ça crée un couplage. Et un autre niveau de couplage, c'est quand on dépend de classes concrètes. À ce moment-là, on est exposé en fait à des modifications quand la classe va changer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Plutôt utiliser des méthodes d'instance. Moi, ça m'arrive sur des classes qui présentent des méthodes statiques de faire une interface par-dessus qui va pour transformer en fait des appels statiques en appel d'instance. Et heureusement qu'une fois je l'ai fait, parce que sinon ça dépendait d'encore des fichiers de toute librairie qui se loadait, alors qu'on a pu, grâce à cette interface, on a pu mettre des mocks et donc tester plus facilement. Mettre de l'injection de dépendance. Moi je considère que c'est le pattern numéro 1. Le pattern que vous connaissez, voilà. Il y en a plein, mais je considère que c'est le numéro 1. C'est ma vision. Après on peut en discuter. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est.
Utilisation de type abstrait ou d'interface, effectivement, qui dépendent sur les classes concrètes, mais sur les abstractions. Alors, je vais vous faire un petit laïus sur l'avance. Donc, imaginez que vous avez cette classe A, donc j'utilise ABC pour faire simple, et puis qui en fait dépend d'un B et puis qui dépend d'un C. Donc, B et C sont des... on va en rester à des classes concrètes, vous voyez, parce que j'écris des new. Là, à partir du moment où j'ai fait ça, en écrivant ces new, alors oui, pardon, on collabore ici, enfin, c'est ça qui nous intéresse, je collabore avec B et C, d'accord? Et en fait, ici, à ce niveau-là, j'ai créé un couple hachoir. Parce que j'ai fait un new. C'est-à-dire que vous voulez utiliser A, bah, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser B et C. Ok? Donc le principe d'injection de dépendance, il dit bah, plutôt que de déléguer à A la responsabilité de créer B et C, en fait, je vais l'injecter, c'est-à-dire que je vais déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Comment ça se passe? La première façon d'injecter, la plus classique, c'est par constructeur. C'est-à-dire que dans le constructeur de A, je vais injecter des instances de B et C. Ou par setter, qui s'appelle du late binding, c'est-à-dire qu'on a déjà construit A, et puis on vient setter B et C un peu plus tard. Il y en a aussi qui le font par réflexion. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, je vous ai montré un peu les deux façons. Ici, j'ai dans mon constructeur, je passe une instance de B. Cette instance de B, je la récupère, et ici, je l'utilise. Et vous voyez, mon new B, j'en ai plus besoin. Idem, là, je suis passé par setter, bon, pour une raison, peu importe, mais j'ai passé une instance de C, et c'est après que je l'ai consommé. En fait, ici, j'ai réduit ma fonction, enfin ma méthode ici, exécute A, vraiment ce dont elle a besoin, c'est-à-dire en gros de consommer B et C, et pas forcément à les construire. Ok? Et alors, le problème, c'est qu'il faut bien les instancier. Donc tout ça, en fait, il va falloir faire tout le travail de je fais mon new B, je fais mon new A de B, je fais un new C, par exemple, et je fais un set. Enfin, vous voyez, ce truc-là, il faut le faire. Et bien ça, en fait, pour le faire, on peut l'écrire soi-même, ou on va s'appuyer sur des factories. Et en fait, il y a des frameworks qui existent, des conteneurs d'IOC, d'inversion de contrôle, qui sont en fait ces factories, qui vous apportent en plus de fonctionnalités, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces conteneurs d'IOC, vous allez configurer la façon dont les objets sont créés et sont injectés, et eux vont vous faire tout seuls les injections. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a plus besoin d'écrire de singleton, parce que ces conteneurs vont vous permettre, par exemple, de gérer la durée de vie de vos objets, définir si l'objet doit être recréé à chaque fois ou si j'en utilise une instance unique. Donc vous n'avez plus besoin de singleton. Vous injectez simplement une instance qui est unique, indépendamment de la façon dont elle est consommée. Les méthodes longues. Qui sait qu'il y a des normes à respecter? Qui sait qu'il y a un document qui indique les normes à respecter de codage dans son entreprise? Finalement, assez peu en fait. C'est dommage. Je rajoute cette question. Qui les respecte? Vous les respectez? Quelle est la taille? Est-ce que dans vos normes, vous définissez une taille maximale pour les méthodes? Oui? Combien? 100 lignes pour une méthode? Ok. Après avoir lu ce bouquin, au départ, moi j'étais à plutôt 30 lignes. Pourquoi? Parce que 30 lignes, c'est ce qui rentre en fait dans un écran. Après avoir lu ce bouquin, en fait, je compte même plus. Je dois être en moyenne 6 ou 7. Maximum 10, 12 lignes, mais grand maximum. Et à la limite, quand je vois que c'est trop gros, ça me saute aux yeux. C'est ce bouquin-là qui m'a permis de comprendre pourquoi. Un niveau d'abstraction par méthode, ça réduit. Oui, mais c'est ça. C'est justement, on va s'appuyer sur ces pratiques-là pour réduire naturellement les méthodes. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse même plus forcément à la taille de la méthode, mais à ces niveaux d'abstraction, à la duplication qui est à l'intérieur, et naturellement, elle va se réduire. Effectivement. Alors, une petite astuce si vous voulez réduire vos méthodes. La première chose, si elles n'ont pas de commentaires, vous les commentez. C'est-à-dire qu'elles font 100, par exemple, elles font 100 lignes. Si vous voulez la réduire à, je sais pas, 10 lignes, c'est un objectif. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une bonne pratique de fixer un objectif. Au début, ça peut aider. Donc d'abord, vous la commentez, vous commentez des blocs de code. D'accord ? Ensuite, vous profitez, vu que dans les commentaires, vous avez utilisé des concepts qui étaient un peu plus métiers, la plupart du temps, si c'est le cas, bah vous utilisez ces concepts-là pour commencer à faire un renommage de vos concepts, de vos variables, de vos méthodes, de vos champs. Ensuite, chaque fois que vous avez mis des blocs de code, à peu près chaque fois, vous faites des extractions de méthodes. Ça peut être à un premier niveau.
Et à ces méthodes, et c'est là que c'est intéressant, vous allez donner le nom du commentaire. Moi, ce que je fais des fois, c'est que pour exagérer, enfin même ça m'arrive de le faire vraiment volontairement, c'est que je prends le commentaire, je mets les mots ensemble, je rajoute la case comme il faut, j'enlève les ponctuations, et puis ça c'est le nom de la méthode. Je vais jusque là. Ah oui, parce que c'est le commentaire que j'ai écrit, donc s'il est plus clair comme ça, autant que je nomme la méthode comme ça. Et après, vous éliminez la duplication. Hein, vous voyez qu'il y a des concepts qui apparaissent et qui sont identiques. Et enfin, vous virez les commentaires parce qu'ils sont inutiles. Pourquoi? Parce que vos noms de méthodes portent l'intention. C'est une pratique. Vous pouvez tester, à vous de voir. Les commentaires, justement. Attention, ça va piquer. Les commentaires sont un aveu d'échec. Alors, pourquoi on dit ça? C'est un petit peu ce que j'illustrais précédemment, c'est qu'en fait, un commentaire, ça vieillit mal. C'est comme une spec, en fait. Hein. Ça vieillit mal, ça ment. C'est-à-dire que, généralement, quand vous regardez un commentaire, c'est d'il y a 2 ans, il y a de grandes chances qu'il ne soit plus tout à fait valable. Ils ne sont pas refactorables facilement. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas d'outils qui permettent de refactorer les commentaires pour les transformer en même temps que le code. D'accord? Donc, on considère qu'ils mentent. Donc, on ne veut pas s'appuyer dessus. Donc, il faut les éliminer. Et effectivement, ce que je disais, c'est que si vous éliminez votre duplication, si vous faites votre abstraction, si vous utilisez des noms corrects, généralement, vous verrez que le commentaire devient inutile. Et d'ailleurs, en fait, on ne dit pas que c'est un code smell, on dit qu'on l'a soufflé. C'est un désodorisant, en fait. C'est-à-dire que le fait que vous ayez un commentaire vous permet de voir qu'il y a peut-être une odeur et qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être refactoré, renommé, etc. Ok? Ça, c'est l'approche Unicode. Oui, ça, j'ai ajouté... Effectivement, quand vous codez et que vous avez ces pratiques-là, vous réfléchissez. Parfois, vous avez besoin de mettre un commentaire, mais avant de le mettre, réfléchissez vraiment à est-ce que j'ai besoin de le mettre. Des fois, ça peut être utile. Et puis, bon, ça peut être utile des fois pour expliquer pourquoi on a fait comme ça. Bon, certains qui l'utilisent comme ça. Il y en a qui vont vous dire non, même pour ça, on ne doit pas l'utiliser parce que votre code doit être encore plus. De même expliquer pourquoi. Bon, voilà. Et déjà, quand on progresse, ça peut être utile. Là, bon, il y a les docs Java, C#, etc. pour documenter des API. Ça peut être utile quand vous définissez des frameworks ou des API. Ou il y en a qui utilisent aussi pour le copyright. Donc maintenant, il y a peut-être des choses qui commencent à arriver avec des annotations pour le copyright. La gestion exception, je vais aller très vite. Le principe, moi, que j'applique, c'est le fake fast. Je considère qu'une application, quand il y a un bug, quand il y a une erreur, elle doit le dire tout de suite. Alors, elle doit le dire de manière soft à l'utilisateur, mais moi, quand l'application est en production, mon seule façon de débugger, c'est de trouver les erreurs à travers les erreurs qui sont remontées. Et si ces erreurs, je les enfouis sous un tapis, c'est-à-dire si je fais mes vérifications pour éviter que l'erreur ne survienne, ce qui va se passer, je le retrouve souvent dans le code, hein, c'est qu'on met des petits garde-fous pour éviter que l'erreur ne remonte, et on met des exceptions silencieuses ou des choses comme ça. Et ce qui se passe, c'est que l'erreur est enfouie, mais on est dans un état cohérent, et cet état cohérent, en fait, le problème, on va l'avoir, mais plus tard. Et ça, c'est dramatique, parce qu'en production, vous voyez le problème, et la source du problème, elle est plusieurs méthodes plus loin. Et pour remonter la chaîne en production, si vous n'avez pas des bons niveaux de log, ça va être compliqué. Donc le principe que j'applique, c'est fail fast. Il y en a qui utilisent la programmation défensive par assertion. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? À vous de voir. Moi, c'est vrai que je lève des exceptions assez tôt. Je préfère, moi, lever des exceptions en disant mais écoute, voilà, là, c'est un état incohérent, je lève une exception, et puis je vais attraper l'exception, après je vais l'attraper au niveau le plus haut, et puis je vais savoir en fait ce que j'en fais. Savoir comment je vais la traiter. Mais en tout cas, pas utiliser l'exception pour gérer les cas métiers. Parce qu'une exception, c'est coûteux, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour faire des cas exceptionnels, gérer les cas exceptionnels. Voilà, donc ce que je disais, pas masquer systématiquement, ne pas enfouir sous le tapis, sinon vous allez avoir des problèmes de cohérence un peu plus tard. Et puis, ça, je vais passer vite parce que j'ai pas le temps. Alors, les tests, un petit mot sur les tests. Alors, vous savez qu'il faut tester. Mais comment, donc ils sont indispensables effectivement pour modifier le code. Hein. Tout à l'heure, les extractions que j'ai faites, bon, c'était peut-être assez safe, c'était peut-être sûr, mais je préfère me rassurer avec des tests toujours pour vérifier que ce que je fais continue à fonctionner.
Et on a une règle en fait dans le clean code qui dit mon code de test est au moins, enfin il est au moins aussi important, en fait il est aussi important que mon code de production, c'est-à-dire le code qui est le code de l'application. Pourquoi? Parce que si je ne traite pas mon code de test comme mon code de production, je vais perdre la main sur mes tests. C'est-à-dire si mes tests, il y a de la duplication, s'il y a du manque d'abstraction, je vais avoir tendance à perdre la main sur ces tests. Si je perds la main sur ces tests, il y en a qui vont peut-être passer un rouge, je ne vais pas les exécuter, je ne vais pas les corriger tout de suite parce que c'est un bordel, le code devient un bordel. Et je vais avoir des lumières rouges qui s'allument, et au bout d'un moment, les lumières rouges vont me dire ah bah attends, c'est bon, ma compilation elle échoue tout le temps, enfin, mon intégration continue, donc je vais les shunter, donc je ne vais plus faire de tests. Je ne vais plus les exécuter, de toute façon, il passe rouge. Et après, ben, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est mon code de production qui va, la qualité va baisser. Donc il faut que vous fassiez attention à vos codes de test comme vous faites attention à votre code de production. Moi j'utilise une pratique, je vous la donne, après vous faites ce que vous voulez. Il y a le formalisme BDD, Given, Wenzen. Moi je l'utilise, alors il y en a qui utilisent même des frameworks pour ça, et puis selon le langage, par exemple en Ruby, on a des trucs qui permettent de définir des méthodes avec ces noms-là. Mais moi j'utilise le nom de méthode should do this when. Voilà. Et puis j'utilise un formalisme vraiment Given, Wenzen à l'intérieur de ma méthode de test. Je dis voilà quel est le contexte. Étant donné le contexte, lorsque je réalise une action, c'est l'action que je vais tester, alors je m'attends à un résultat. Et la qualité essentielle d'un test, c'est sa lisibilité. C'est-à-dire qu'un test, on a pour ambition qu'il devienne une spec, en tout cas quelque chose qui explique comment le code fonctionne et qu'est-ce qu'il fait. Donc si vous utilisez des noms clairs et que vous le rendez lisible, vous aurez une capacité à plus facilement les maintenir dans le temps, etc. Il y en a même qui écrivent leur propre DSL de test. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, par exemple le game board de tout à l'heure, il y en a plutôt que d'écrire un test avec du code qui va initialiser un tableau, il y en a qui vont représenter le tableau par exemple en ASCII et puis ils vont inventer un espèce de petit framework qui va transformer ce tableau en ASCII en liste. Pourquoi? Parce que le tableau va être plus clair. Ils vont inventer une espèce de DSL interne. Il y a aussi un acronyme qu'on utilise pour les tests. Les tests, quand vous les écrivez, il faut qu'ils soient rapides. Parce que s'ils ne sont pas rapides, vous avez, moi j'ai eu le cas récemment, j'ai eu des tests extrêmement longs, on les exécutait qu'à la fin parce que ça prenait un temps considérable, une partie des tests. Et qu'est-ce qui se passait généralement? Avant de comité, on les exécutait, ils ne marchaient plus. Donc des tests rapides, c'est des tests que vous exécutez souvent et donc vous avez certitude que ça continue à fonctionner. Ce sont des tests indépendants, c'est-à-dire le résultat d'un test ne doit pas dépendre d'un résultat d'un autre. D'accord? Ils doivent être indépendants. Répétable, j'exécute plusieurs fois mon test dans les mêmes conditions, à chaque fois je réinitialise les conditions pour que mon test me donne toujours le même résultat, parce que je testais un comportement. Sinon, s'il n'est pas répétable, c'est que je teste deux choses différentes, enfin, pas dans le bon contexte. Ils doivent être auto-validants, c'est-à-dire qu'ils doivent dire eux-mêmes si le test est passant ou non. Vous ne devez pas avoir à la fin du test une information qui dit bah, va voir dans la base de données pour voir si ça monte. Hein, normalement, il doit vous le dire lui-même. Et puis timeless, c'est-à-dire que si on passe trop de temps à écrire un test, c'est que généralement le test n'est peut-être pas bon. Donc effectivement, essayez de se timeboxer pour écrire un test. Autre conseil, je vais finir là-dessus, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc je disais au début, n'écrivez pas de singleton. J'en parlais, faites appel à l'injection de dépendance. Vous avez vu, c'est pratique. Et les conteneurs, il y a aussi, il y en a un peu de fait dans tous les langages. Alors après, le langage fonctionnel, ça fonctionne différemment, mais si vous gérez vos durées de vie avec votre conteneur d'IOC, vous manipulerez des dépendances, et puis, je veux dire, A, quand il manipule B, il ne va pas savoir que c'est un singleton. D'accord? Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste consommer B. Le fait que ce soit un singleton, c'est une préoccupation transverse. Donc, on la met à l'extérieur. Alors, souvent aussi, j'entends souvent parler, ah oui, il faut mettre en place de l'héritage. Ne pensez pas héritage pour l'héritage. D'accord? Pensez plutôt polymorphisme, c'est-à-dire que vous mettez en place des mécanismes d'héritage, mais pour utiliser les classes mères, et puis qu'ensuite les classes filles soient des implémentations en fait, de cette classe mère. Mais si vous n'avez pas de réelle utilité de la classe mère, ne la créez pas. À ce moment-là, pensez plutôt composition, hein, A1 au lieu de E1. Des fois, on a l'habitude d'écrire des énormes switches, des énormes if, else if, else if, else if. Là, il y a des mécanismes en objet, le polymorphisme, encore une fois, et avec toute l'injection des dépendance, etc., qui vont nous permettre, le pattern stratégie, de simplifier le code de nos tests. Et donc, le fait de faire ça va nous permettre de simplifier la façon dont le code, de le faire évoluer plus simplement.
Je ne sais pas si je l'ai dit. Du code non testé n'est pas maintenable. On vous parle de maintenabilité. Moi, quand j'entends toujours maintenabilité, je veux dire, il y a des tests? Non, ok, bah, il n'est pas maintenable. Ne pensez pas, alors souvent on dit, ah oui, je vais écrire des choses qui sont réutilisables. D'accord? Et souvent, ce principe-là va faire qu'on va générer de la complexité de manière inutile. Et on va faire des trucs très génériques pour pas grand-chose. Non, pensez plutôt abstraction. D'accord? Vous voyez les montées d'abstraction qu'on a fait, l'élimination de la duplication, nous a permis de rendre les choses réutilisables. D'accord? Donc si vous pensez abstraction, élimination de la duplication, naturellement vous aurez des choses que vous rendrez utilisables. Si vous séparez vos concepts, etc. Pas d'optimisation prématurée. Pourquoi? Alors oui, on a quelque chose aussi, un des leaders de pensée dont on a parlé par là, qui dit d'abord faites fonctionner votre fonctionnalité, c'est le principe dans TDD d'ailleurs. C'est d'abord on le rend fonctionnel, on fait passer le test à vert, et ensuite on fait les optimisations si besoin. Hein, je vois trop souvent des optimisations de performance, on me dit ah oui mais non, alors on utilise ça parce que c'est plus performant. Je fais oui mais qu'est-ce que tu as gagné au final? J'en sais rien. Je fais attends. Si tu utilises des trucs un peu compliqués pour pas grand chose, si tu as gagné 10 millisecondes sur ton temps de traitement de 1 seconde, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que tu es vraiment certain que cette optimisation était intéressante? Donc d'abord faites marcher, mesurez, et ensuite vous voyez si l'optimisation est intéressante. Ça marche pour la performance, ça marche pour d'autres choses. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, ça commence demain. Demain. Alors demain, vous prenez ces trucs-là, vous commencez à y réfléchir éventuellement si vous avez envie, vous commencez à mettre 2-3 pratiques, et puis vous verrez bien si ça fonctionne pour vous. Alors, quelques petites choses pour aller plus loin. Donc, effectivement, le bouquin en question, Clean Code, je vous invite à lire. Je l'ai donné 5 fois. Dans 3 de ces conférences, il y avait toujours un mec qui est venu à la fin et qui dit « C'est comme toi, j'ai changé réellement la façon dont j'ai codé le jour où j'ai lu ce bouquin. » Alors, évidemment, c'était couplé à TDD, hein, parce que je considère que les deux vont évidemment de pair. TDD by Example de Kenbeck qui vous permet de vous lancer dans TDD. Et vous pouvez commencer avec l'atelier de ce soir. Il y a un kata avec Thierry. Si vous travaillez, et ça c'est le cas, dans 90% avec du code legacy, je fais ouais mais je fais comment avec mon code legacy? Moi il a 100 000 lignes de code, j'ai pas de test, comment je fais? Bon, bah là vous avez un bouquin qui vous donne des bonnes pratiques pour ça, il est très bien. Celui-là, Growing Object Oriented Software Guided by Test. Alors celui-là, c'est une fois que vous avez compris TDD, que vous avez un peu pratiqué, lui il vous donne des pistes pour aller un peu plus loin et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne au jour le jour. D'accord? Même si là, lui, dans Kenbeck, il vous l'explique, mais là, il met en œuvre un vrai projet, en fait. Donc c'est pour aller une étape plus loin dans TDD. Agile Software Development, bon, il explique tout un tas de patterns, et refactoring, là où il explique un peu tout ça. C'est beaucoup de plugins que vous avez dans Eclipse, des extract méthodes, etc. En fait, sont j'allais dire, formalisés dans ce bouquin-là, tous les codes smells, etc. Pour finir, 3 petites citations. Donc, je le disais en préambule, quand vous écrivez du code, vous n'écrivez pas du code pour vous ou pour la machine, vous l'écrivez pour les autres développeurs de votre équipe et ceux qui arriveront plus tard et qui vous remplaceront éventuellement. Donc n'importe qui peut écrire du code pour un humain, pour une machine, mais par contre le bon programmeur écrit du code pour les autres programmeurs et que les humains peuvent comprendre. Il y a Martin Golding qui le dit d'une autre façon. Codez toujours en pensant que celui qui maintient votre code est un psychopathe qui connaît votre adresse. J'aime bien, hein. Et je me suis retrouvé en fait à l'Agile Tour Toulouse où il y avait David Evans qui a fait une keynote, je vous invite à la regarder, elle est sur le web. Bordeaux, pardon. C'est en Toulousain qui l'a dit. Il s'agit pour Bordeaux, David Evans qui dit quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui pensent que les tests et le refactoring prennent du temps, ralentit le développement, c'est comme penser que prendre des voyageurs ralentit le temps. Et je vous remercie. Allez, on prend 3 minutes de questions, là c'est l'heure de manger, mais si vous avez 3 questions, on peut les prendre. 3 minutes de questions et après je pense que tu feras un plaisir de répondre pendant l'heure du repas. Oui, voilà, mais 2-3 questions. Questions? S'il n'y en a pas, on va manger. Ah ouais. Donc, si j'ai bien compris, c'est une abstraction par méthode. Comment on fait après pour ne pas multiplier les méthodes qui vont vers la même abstraction? Oui, j'ai tout le temps cette question-là. Pardon, j'ai tout le temps en fait cette question-là. Ce qui se passe, c'est que vous faites au début vos extractions de méthodes, c'est vrai que ça va créer un nombre d'artefacts un peu plus important.
Sauf que ces abstractions vont réellement vous permettre de réutiliser derrière. Donc si vous gérez ça de manière... c'est vrai que ça demande de travailler itérativement sur le code pour bien le maîtriser, mais une fois que vous avez fait ces extractions, vous avez fait vos découpages en classes, etc., la réutilisabilité, comme je le disais tout à l'heure, va être plus naturelle. D'accord. Et donc du coup, le code que vous avez dupliqué, vous aurez moins tendance à le dupliquer. C'est comme ça que vous allez réduire votre code, le nombre de lignes globales. Moi, quand j'entends, oui, mais j'ai une application, elle fait 17 millions de lignes de code, je dis, au secours, comment vous en sortez? Et je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas justement des mauvaises pratiques comme celle-là. Parce que le fait d'avoir fait des extractions vous permet de réduire naturellement la quantité de code global. Effectivement, on va peut-être légèrement augmenter le nombre d'artefacts, mais ça devient indispensable. Ça répond à la question? Bah oui et non, parce que justement, je vais créer beaucoup de fonctions, tout le monde voit dans le site, tout le monde voit dans le site. Comment je vais faire en sorte qu'ils ne créent pas les mêmes que moi en fait. Là, comment tu devrais le faire? Quelle est la meilleure façon de ne pas le faire? C'est d'en discuter. Vous fonctionnez aussi en équipe, on est en agile, enfin, si vous êtes en agile, vous fonctionnez en équipe. Si vous faites chacun effectivement le code dans votre coin, vous ne synchronisez pas. Déjà, si vous modifiez la même classe, voilà, peut-être que, est-ce que vous avez la même raison de la changer, cette classe? Si vous avez la même raison de la changer, changez-la ensemble. Si vous n'avez pas la même raison de la changer, c'est peut-être qu'il y a deux classes. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, il y a une discussion que vous allez avoir, la collaboration que vous allez avoir. Cette discussion qui va faire que si ça apparaît, on se met tout de suite autour de la table, on en discute, bon toi tu t'occupes de ça, moi de ça, ok, comment on fait? Ah oui mais attends, là il y a deux concepts différents, on devrait travailler ensemble sur le code, peut-être le refactorer, et ensuite on va travailler nous-mêmes sur l'implémentation de nos fonctions. Donc peut-être que le refactoring va être un préalable avant de rentrer dans le code. Mais oui, la discussion, enfin, il y a un moment donné où on n'a pas de technique particulière, ça devient humain, c'est la discussion, ça ne se fait pas tout seul. C'est bon? Pas de questions? Bon appétit à tous et bonne fin de journée.